Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous en ligne du Centre Begin. Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir ce soir Michael Prazan. Bonsoir Michael. Bonsoir. Michael Prazan est écrivain et réalisateur. Il est l'auteur de nombreux ouvrages de référence, notamment Frères musulmans, enquête sur la dernière idéologie totalitaire, c'était en 2014, et plus récemment, La vérité sur le Hamas et ses idiots utiles en 2025, donc après le 7 octobre. Vous êtes aussi un documentariste à qui l'on doit entre autres le film La confrérie enquête sur les frères musulmans. Et c'est précisément à ce titre que nous vous avons invité ce soir, Michael. Vous allez nous éclairer sur les liens existants entre les frères musulmans d'obédience sunnite et la révolution, puis la République islamique d'Iran d'obédience chiite. Avant de vous céder la parole, je rappelle au public qui est avec nous ce soir que le Centre Begin organise régulièrement des événements en français en présentiel dans nos locaux à Jérusalem et aussi sur Zoom, comme depuis 2 semaines et à d'autres périodes. Pour ne rien manquer de nos prochaines activités, j'invite tout le monde à rejoindre notre groupe WhatsApp via le lien que je vais publier dans le chat. Je précise aussi que cette rencontre se déroule en format webinar, c'est-à-dire que vos micros et vos caméras sont coupés, mais vous êtes chaleureusement invités à poser vos questions par écrit sur le chat tout au long de l'intervention et je ferai bien sûr une sélection de questions. Alors, ce webinaire donc, va se dérouler euh, sous forme d'échange à la demande de Michael. Donc, bien sûr, donc, le sujet principal que je voulais aborder ce soir et par lequel nous allons commencer avant d'aborder d'autres questions, c'est donc la question justement du paradoxe de l'influence des frères musulmans qui sont nés donc dans les années 20 en Égypte, qui est un mouvement sunnite, sur la révolution islamique et ensuite sur la République islamique d'Iran, qui est, comme on le sait tous, d'obédience chiite. Alors, on sait que ces deux courants de l'islam ont beaucoup de rivalité entre eux et beaucoup parfois de haine, de détestation. Mais pour le coup, il y a eu une collaboration entre les deux et une grande influence. Donc, c'est cette première question que je voulais aborder avec vous ce soir. Merci Yoël. D'abord, rappeler un peu ce que sont les frères musulmans. Vous l'avez brièvement fait. Ils sont nés en 1928 dans un contexte colonial où les Britanniques occupent encore en grande partie l'Égypte. Et en 1928, il y a donc un jeune élève enseignant qui vient du Delta, qui s'appelle Hassan al-Banna et qui arrive au Caire et qui est absolument scandalisé par euh, la liberté dont jouissent les femmes qui vont dans les rues du Caire, cheveux au vent et talons aiguilles, et c'est quelque chose qui le révulse. Et il a le sentiment, comme d'ailleurs beaucoup de clercs égyptiens de l'époque, d'une forme de dépossession à la fois du territoire et aussi de ce qui était à l'époque le privilège des clercs qui, dans l'islam, dominaient à la fois la politique, mais aussi l'éducation, bref, tous les compartiments de la vie. Et donc il veut rétablir une société qui soit entièrement régie par l'islam, par un islam sunnite, bien évidemment. Et il va donc créer les Frères musulmans, qui est à la fois une confrérie religieuse, très inspirée du salafisme, et en même temps un parti politique, puisque l'ambition d'Al-Banna, c'est de diriger de l'Égypte, de créer un califat islamique. Et pour cela, il va s'en donner les moyens via des prêches, mais aussi des attentats terroristes qui vont cibler les Britanniques, mais aussi les quartiers juifs du Caire. Et d'ailleurs, cette organisation terroriste qui est créée quasiment en même temps que l'organe politique, très inspirée dans sa structure, dans ses slogans et dans sa conception même des fascismes occidentaux et notamment du nazisme, avec lequel il va nouer un partenariat qui va lui servir d'ailleurs à financer cette organisation terroriste qu'on appelle l'appareil secret. Euh, Al-Banna va prendre de l'ampleur, va créer des antennes à l'extérieur de l'Égypte, la première étant celle qu'on appelle l'antenne du Levant, c'est-à-dire qui
sur la Syrie, mais qui englobe aussi la Palestine mandataire de l'époque. Et au sein de cette Palestine mandataire va naître le premier groupe palestinien frériste, terroriste, dirigé par Ezzedine El-Qassam, qui est un Kurde de Syrie, qui d'ailleurs va commettre aussi des embuscades sur les routes qu'empruntent les colons juifs de Palestine, qui va avec son groupe terroriser les kibboutz en les assaillant de nuit, en égorgeant femmes et enfants, des méthodes qui rappellent d'ailleurs celles du 7 octobre. Et il va ensuite mourir les armes à la main en affrontant les Britanniques et les Français. C'est l'origine même de ce qu'est le Hamas, et vous aurez remarqué que le nom de Ezzedine El-Qassam est très utilisé à la fois pour désigner des roquettes, mais aussi des brigades combattantes, hein, les brigades des martyrs Ezzedine El-Qassam notamment. Donc c'est vraiment l'une des figures tutélaires de ce qu'est le Hamas. Revenons à l'histoire des frères musulmans, qui eux aussi vont tenter, et parfois réussir à assassiner des dirigeants politiques égyptiens. Ils vont gagner en popularité dans l'ensemble du monde arabe avec plusieurs objectifs qui sont déjà créés initialement avec la confrérie elle-même. L'objectif, c'est d'établir un califat islamique, ça je l'ai déjà dit, mais aussi un califat, je sais pas, un califat qui irait du Maroc au Pakistan pour faire court, mais qui serait la première étape ou la seconde étape d'un objectif plus large qui est le califat mondial, c'est-à-dire l'islamisation du monde, parce qu'il considère que la seule et la dernière révélation, c'est celle de l'islam, que l'humanité est une et qu'il faut l'unir autour de sa bannière, donc convertir le monde entier. Et c'est à ce moment-là uniquement que l'islam sera dans son dessein même parachevé. Une autre structure va être créée très rapidement, enfin très rapidement, au début des années 50, justement au Caire, qui est le syndicat des étudiants palestiniens de l'Université du Caire, qui est un groupe totalement frériste, dont d'ailleurs Yasser Arafat va devenir le deuxième président. Et c'est une forme d'ouverture pour eux, parce que les frères musulmans fonctionnent un peu comme une secte en vase clos, ils ne se fréquentent que entre eux. Et Yasser Arafat était non encarté au sein des frères musulmans. Donc c'était une première ouverture vers, disons, d'autres chapelles plus libérales au sein de l'islam. Et tout le monde sait que Yasser Arafat va ensuite créer le Fatah et puis diriger l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine. Bon, bref parenthèse. Alors, qu'est-ce qui se passe au sujet de la République islamique d'Iran? J'y viens. En 1953 a lieu la seconde conférence islamique mondiale qui se tient à l'époque à Jérusalem, qui est encore sous domination jordanienne. Alors, si je puis me permettre, pour, justement peut-être pour garder l'ordre chronologique, on sait qu'il y a un lien entre les frères musulmans donc égyptiens et le moufti de Jérusalem, Amin al-Husseini. Est-ce que tu peux dire quelques mots sur ce lien? J'ai déjà évoqué les liens originels de la confrérie avec le nazisme. Ces liens vont s'amplifier, notamment durant la Seconde Guerre mondiale. Les nazis vont profiter de la neutralité dans la première partie de la guerre de deux pays, deux grands pays du monde islamique, que sont d'une part l'Égypte et d'autre part l'Iran. Ils vont faire de feu de tout bois à travers surtout deux médiums. Le premier, c'est des médias aux mains des Allemands, et notamment Radio Berlin, qui émet en arabe, par exemple, en Égypte. Et les Allemands, les nazis, ont des écoles techniques et toute la génération, la première génération des fondateurs des frères musulmans sont passés par ces écoles techniques. Et vous remarquerez que beaucoup des membres du bureau de la guidance, le bureau de la guidance, c'est à peu près 15 types qui dirigent les destins le destin de la confrérie. C'est l'organisme qui existait avant le renversement des frères musulmans qui avait désigné Mohamed Morsi comme Premier ministre en Égypte. Ils sont renversés par Al-Sisi, mais avant cela,
Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui exactement. Euh, Ce bureau de la guidance s'était maintenu jusqu'à ce moment-là. Et moi-même, j'étais allé rencontrer certains d'entre eux que j'avais interviewés justement dans leur quartier général du Caire. Euh, le grand moufti de Jérusalem, Mohamed Amin al-Husseini, était un ami personnel de Hassan al-Banna, le fondateur de la confrérie, un compagnon de route des frères musulmans. Et comme chacun le sait ou presque, il va rejoindre Hitler à Berlin pour former des divisions SS combattantes musulmanes. Il est passionnément antisioniste et antisémite. Il encourage durant toute la guerre Hitler dans sa volonté d'exterminer les Juifs d'Europe. Et il va même, à la toute fin de la guerre, émettre un message sur Radio Berlin qui exhorte les Allemands à poursuivre le génocide des Juifs jusqu'en Palestine. Et d'ailleurs, le projet va advenir, puisque à la suite de l'Afrika Korps de Rommel, il y avait des Einsatzgruppen. Les Einsatzgruppen, c'est les commandos mobiles de tuerie qui ont assassiné entre 1 million et 1,5 million de Juifs par de grandes fusillades en Europe de l'Est, avant la seconde phase de la Shoah, qui est celle des camps d'extermination, comme Auschwitz, Birkenau, Treblinka et autres. Sauf que l'Afrika Korps va échouer dans son projet et les Einsatzgruppen, qui étaient censés éliminer les Juifs de Palestine, sont restés à quai en Grèce et donc n'ont jamais pu euh, aller jusque en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Palestine précisément. Amin al-Husseini est arrêté à la fin de la guerre. Il est placé en résidence surveillée, en détention en France. Et Hassan al-Banna va lui-même exhorter dans des lettres et des suppliques les autorités françaises de le libérer et de l'expulser vers l'Égypte, ce que les autorités françaises finiront par faire. Euh, et donc voilà le lien très clair, organique qu'il existe entre le grand moufti et la confrérie des frères musulmans. Par qui il est arrêté? Alors ça, j'avoue que là, tu me prends un peu de court. Il était. Et est-ce que est-ce que à cette période, l'Occident, et en l'occurrence la France, connaît ces liens avec le nazisme? Ou est-ce que ça c'est Oui, bien encore... sûr, parce en fait, il est arrêté et emprisonné comme criminel de guerre. Alors en France, parce qu'il a dû être arrêté par les Français. Je ne sais plus exactement les conditions de cette arrestation, mais toujours est-il que il aurait dû être jugé. Et c'est Hassan al-Banna qui a empêché la tenue d'un procès qui l'aurait très certainement condamné pour crime de guerre. Alors revenons à 1953 à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il se passe? Et donc en 53, la grande figure théologique, la grande figure des frères musulmans à l'époque, qui a créé un certain nombre de concepts, qui est un homme très brillant, mais fanatique, qui s'appelle Saïd Qutb, va décider, à l'occasion de cette conférence internationale, de cette seconde conférence islamique internationale, d'ouvrir un peu les frères musulmans à d'autres chapelles de l'islam et créer d'ailleurs un précédent qui va susciter des polémiques à l'époque, c'est-à-dire d'inviter le dirigeant d'un groupe terroriste qui a peu ou prou la même idéologie que celle des frères musulmans, qui a d'ailleurs tenté et assassiné un certain nombre dans son pays, l'Iran, de dirigeants politiques. Ce groupe s'appelle les Fédayines de l'Islam et son dirigeant s'appelle Nawab Safawi. C'est un jeune clerc, fanatique, très charismatique, et il va être, Nawab Safawi, invité à Jérusalem pour y donner une conférence. Et jusqu'alors, les frères musulmans ne savaient pas trop quel discours adopter à l'égard du foyer juif de Palestine. Les frères musulmans avaient donné des bataillons de combattants dans la première guerre israélo-arabe juste après l'indépendance de l'État d'Israël. Ils s'y étaient d'ailleurs fait massacrer parce qu'ils n'étaient pas du tout préparés au combat. Mais enfin, ils ne savaient pas vraiment
comment adopter un discours percutant contre la création possible, future, advenue de l'État d'Israël. Donc, l'antisionisme et l'antisémitisme, est-ce qu'ils faisaient partie des éléments fondateurs des frères musulmans ou est-ce que c'est venu plus tard? L'antisémitisme est fondamental à la racine même des frères musulmans. On a vu l'influence du nazisme sur cette génération-là. C'est une génération qui a été vraiment baignée, abreuvée par l'antisémitisme. Si aujourd'hui le monde arabe a la passion du complotisme, c'est un héritage direct de cela. Euh, les Juifs dominent le monde. Enfin, n'oubliez pas que les protocoles des sages de Sion, cette idée, ce faux créé de toutes pièces à Paris en 1900 par l'Okhrana, hein, la police secrète du tsar à l'époque, pour semer le trouble dans les pays occidentaux. Donc ce pamphlet prétend que les Juifs se réunissent en secret pour ici détruire les sociétés, là distiller des épidémies, dans un autre pays établir le capitalisme ou le communisme, tout ça dans le but de la domination endémique dont rêve le peuple juif. Bon, cette vision-là, avant cela, n'existait pas dans le monde arabe. Et je rappelle que les protocoles des sages de Sion étaient le livre de chevet d'Adolf Hitler, qu'il tenait pour vrai et auquel il croyait fermement. Et je rappelle que dans un article de la charte du Hamas, jusqu'à aujourd'hui, les protocoles des sages de Sion sont mentionnés. Donc on voit bien cet héritage complotiste, nazi, et qui est effectivement très dangereux parce que c'est la logique même du nazisme, hein. C'est ambigu le nazisme. À la fois, les juifs sont une race inférieure et en même temps, ils nous sont supérieurs puisqu'ils nous dominent ou qu'ils ont ces velléités de nous dominer. Donc c'est eux ou nous. Si nous ne nous défendons pas, si nous ne tuons pas les juifs les premiers, c'est eux qui nous domineront. C'est ça la logique nazie. Et c'est une logique en fait qui a une finalité génocidaire et qu'on va retrouver totalement dans l'idéologie des frères musulmans. Je parlais de Saïd Qutb tout à l'heure, il a écrit un petit pamphlet qui s'appelle le djihad contre les juifs. Donc, il y a un antisémitisme fondamental et fondateur au sein des frères musulmans, mais toujours est-il que il y a une autre raison pour laquelle Israël ne peut pas, selon eux, exister, c'est qu'il se retrouverait au centre d'un espace qui est destiné à devenir l'espace de la rénovation ou d'un califat islamique, comme je l'ai dit. Donc pour ces deux raisons-là, son existence leur est impossible. Raison pour laquelle ils vont décréter d'ailleurs que toute la Palestine est un waqf, c'est-à-dire un bien sacré de l'islam, c'est-à-dire que la terre elle-même est islamique et qu'elle ne peut absolument pas accueillir un État juif. Donc tout ça est d'ailleurs consigné dans la charte du Hamas. Nawab Safawi arrive dans cette conférence islamique mondiale et il va donner la clé du discours qu'il faut tenir contre l'État juif, l'État d'Israël. Il va leur dire, en gros, Donc, juste pour préciser, je sais que vous l'avez dit, mais Safawi donc est chiite iranien et il se rend à Jérusalem pour un congrès islamique mondial auquel assistent les frères musulmans. oui, et Voilà. c'est un auditoire qui est totalement sunnite. Donc on Oui. a ce jeune clerc Donc chiite déjà de base, iranien. pourquoi, excuse-moi de t'interrompre, pourquoi est-ce que, comment se fait-il que les frères musulmans sunnites invitent ce Safawi qui est chiite? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à l'initiative de Saïd Qutb qui voulait voilà, ouvrir les portes à d'autres chapelles de l'islam. La plus grande chapelle, indépendamment du sunnisme de l'islam, c'est le chiisme. Et il y avait eu déjà des relations, enfin des échanges entre lui et Safawi. Et comme je l'ai dit, l'idéologie, c'est ce qui prévaut en réalité. Et cette idéologie, déjà, entre les fédéines de l'islam iraniens et les frères musulmans égyptiens, est la même. Ils ont les mêmes ambitions, ils ont les mêmes références et ils ont le même agenda, si on peut dire, islamique, qui consiste à vouloir établir un califat islamique dans leurs pays respectifs et à islamiser, bien sûr,
euh, le Moyen-Orient et, en dernier recours, le monde. Donc, il y a ces accointances-là, et Saïd Qutb considère que il y a un certain nombre de différends religieux dont on peut faire l'économie et se rassembler autour d'un but commun. Donc, c'est ça qui préside à la logique d'inviter Safawi. Et donc, Safawi va leur donner, comme je l'ai dit, la clé du discours à tenir sur la question israélienne. Il va leur dire en gros, vous considérez qu'il y a un problème de voisinage, que ce soit avec la Jordanie, avec l'Égypte, voire avec le Liban, mais la question n'est pas là en réalité. C'est une question qui est une question islamique. Et à telle enseigne, elle doit concerner l'ensemble des musulmans de par le monde, c'est-à-dire l'Oumma. Et donc, c'est tous les musulmans qui doivent considérer que la terre de Palestine est une terre islamique et que l'édification en son sein d'un État juif est un sacrilège qu'il faut absolument détruire coûte que coûte. C'est ça le discours qui va véritablement impressionner les frères musulmans et Saïd Qutb en premier lieu. Et donc, un an plus tard, en 1954-55, les frères musulmans vont décider de réinviter au Caire, cette fois-ci, Nawab Safawi pour venir tenir deux conférences. Ces deux conférences vont être empêchées euh, par la police du roi Farouk, ce qui fait que Safawi donnera une conférence au sein du QG même des frères musulmans au Caire. Euh, et c'est alors que se noue la fusion entre les deux organisations. Lorsque Safawi rentre en Égypte, on n'appellera plus, pardon, lorsqu'il rentre en Iran, on n'appellera plus son organisation, son groupe terroriste, les Fedayines de l'Islam, mais Akhwan al-Muslimin, ce qui veut dire en perse les frères musulmans. Donc il y a vraiment une fusion, une intégration idéologique des Fedayines de l'Islam iraniens chiites à l'organisation créée par Hassan al-Banna, qu'est les frères musulmans. Un an plus tard, en 1956, Safawi tente une nouvelle fois d'assassiner le premier ministre du Shah. Il est arrêté, embastillé, torturé, il faut bien le dire, et exécuté. Mais sa disparition ne met pas fin aux Fedayines de l'Islam. Les Fedayines de l'Islam et leur idéologie survivent à Safawi et ils vont se mettre en quête d'un nouveau guide. Et ce guide, ils vont le trouver à Qom, chez un ami proche de Safawi qu'il avait rencontré, je crois, en 1942 et avec lequel il s'était lié d'amitié, qui n'est autre que Ruhollah Khomeini, le futur guide suprême de la révolution islamique, l'ayatollah Khomeini, et ils vont nouer un partenariat avec lui et ils vont lui faire connaître les œuvres de Saïd Qutb, qui lui a été assassiné, enfin assassiné, pardon, pendu en 1966 par Nasser. Et les œuvres de Saïd Qutb vont énormément impressionner Khomeini. Son bras droit, l'ayatollah Ali Khamenei, mort très récemment, sera le premier traducteur en perse des œuvres de Saïd Qutb. Et à partir de là, le discours de Khomeini va totalement épouser les motifs créés par Saïd Qutb. Je donne dans mon film l'exemple d'une interview donnée par Khomeini juste avant de rentrer en Iran lorsqu'il est hébergé par la France à Neauphle-le-Château, où il dit par exemple, nous allons réparer les ruines laissées par le Shah d'Iran. Et ça, c'est tout à fait intéressant, parce que dans le vocabulaire, c'est exactement le vocabulaire utilisé par Saïd Qutb dans un livre qui s'appelle Jalons sur la route de l'islam, où il crée un concept qui s'appelle la Jahiliya. Et qu'est-ce que c'est que la Jahiliya? C'est l'idée que l'Occident est revenu en fait euh, à l'ignorance pré-islamique. Autrement dit, et comme le dit l'un de mes intervenants dans le film, ça règle tous les problèmes. Parce que il y a évidemment une rivalité du monde arabe et
Saïd Qutb en est très fortement imprégné avec l'Occident qui se développe, avance vers le progrès technique, le progrès technologique, alors qu'il voit le monde musulman régresser ou plutôt avoir des difficultés à sortir d'un point de vue social et sociétal du Moyen Âge. Et donc l'idée de régler le problème, c'est de dire au fond, le progrès technique, le progrès occidental est une régression et le seul progrès véritable, c'est l'islam. Et on retrouve ça dans le vocabulaire de Khomeini à Neuf-le-Château. Et lorsqu'il rentre en Iran, que la révolution islamique a lieu, eh bien, ce n'est pas le clergé chiite qui prend le pouvoir en Égypte, c'est véritablement l'idéologie des frères musulmans. Et il va donner quelques gages à cette idéologie. La première, ça a l'air anecdotique, mais c'est tout de même très frappant. Il va émettre un timbre postal à l'effigie de Saïd Qutb, donc ce penseur, cet idéologue égyptien sunnite. Et en même temps, il va, d'un point de vue très symbolique, n'oubliez pas d'ailleurs que le partenariat avec les Palestiniens est déjà passé, puisque Arafat va envoyer sa garde rapprochée pour protéger Khomeini au moment de la révolution islamique. Khomeini va transformer ce qui était naguère l'ambassade d'Israël en ambassade de Palestine. Donc, il veut montrer par là qu'il reprend le flambeau des frères musulmans dans la lutte contre Israël et il veut lui aussi unir par ce geste à la fois sunnites et chiites dans une même exécration de l'État hébreu et dans la volonté d'y mettre un terme par sa destruction. Donc voilà le lien qu'il y a et qui date au fond des années 50 entre les frères musulmans sunnites et l'islam chiite, incarné d'abord par Safawi et ensuite par l'ayatollah Khomeini. Euh, donc, ce lien, donc, il est très fort. Tu as parlé de Nasser et je voulais juste faire une petite question sur Nasser parce qu'au départ, en fait, j'ai découvert dans le film que j'ai vu aujourd'hui et que je conseille à tout le monde. Il est disponible sur YouTube. Nasser, au départ, était proche des frères musulmans. Je l'ai découvert dans le film, mais aussi Il était frère musulman. Il était était frère lui-même frère musulman et musulman. ça date aussi. Et ça date aussi. Ça date aussi. Mais finalement, tous les deux se sont violemment retournés contre les frères musulmans. Euh, donc d'abord sur ça, et en fait, ce qu'on remarque, c'est que la seule chose qui leur est restée en commun, aussi bien Nasser et Sadat, enfin Sadat après il a changé de bord, mais c'est l'opposition à Israël. Et aussi le fait que Nasser jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, il est présenté comme quelqu'un qui prenait une Égypte laïque, etc. Et dans le film, tu ramènes donc cette vidéo très connue où il se moque des frères musulmans qui exigent que toutes les femmes égyptiennes portent le voile. Et, et, et donc, en fait, ce qui m'a interpellé, c'est le fait que donc ce Nasser laïque, et qu'on présente aussi, on défend, on présente le fait que au départ, le conflit entre Israël et ses voisins n'était pas religieux et qu'après, il est devenu religieux ou en tout cas qu'avec l'Iran, il est religieux, etc. Mais en fait, non, j'ai mélangé plusieurs questions en même temps. Il y a les liens J'attends la entre fin. hein, J'attends la fin de la question. voilà, il y a les liens donc entre Nasser et les frères musulmans. Il s'est retourné contre eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il s'est retourné contre eux? Est-ce que son opposition farouche à Israël est violente? Même il a mené plusieurs guerres contre Israël. Il l'a gardé donc des frères musulmans ou est-ce que c'est commun à tous les Égyptiens? Et voilà. Donc ça, c'est les trois questions. Nasser Mais lui-même la était. dernière, donc est-ce que Nasser on peut le considérer comme un laïc ou justement du fait qu'il a gardé ce point commun avec les frères musulmans, est-ce que en fait on ne peut pas être laïc dans le monde arabe? Euh, c'est une question très compliquée. En tout cas, toujours est-il que oui, Nasser était frère musulman, c'est comme ça qu'il commence au fond sa vie militante et politique, mais il est aussi extrêmement influencé par le nazisme. Il se rend lui-même à Berlin avec une délégation égyptienne lorsque, à Nuremberg, lorsque l'Allemagne nazie organise des grandes rencontres internationales avec la jeunesse qui lui est, disons,
favorable. Et donc Nasser il est très jeune à l'époque, participe à un groupe qui s'appelle Jeune Égypte, hein, qui est un groupe totalement nazi en réalité, enfin qui a épousé l'idéologie nazie. Bon, il va certainement s'en détacher, mais en tout cas l'antisémitisme, qui est à la racine même du nazisme, et comme je l'ai dit, qui a été diffusé très abondamment en Égypte dans ces années-là, je pense qu'il va, d'une certaine manière, conserver son influence. Euh, la révolution des officiers libres qu'il incarne, en partenariat avec les frères musulmans pour renverser le roi Farouk et prendre le pouvoir en 1952, il y a déjà un malentendu. C'est-à-dire que, bon, entre-temps, lui est devenu un militaire. Il s'est donc un peu détaché de l'allégeance qu'il avait faite à la confrérie des frères musulmans. Et immédiatement, alors, il y a un partenariat, hein, les frères musulmans participent euh, très physiquement, très activement au renversement du roi Farouk et à la prise du pouvoir des officiers libres que représente Nasser. Mais il n'est pas le seul d'ailleurs. Nasser finit par, la révolution advenue, éliminer ses concurrents, dont Neguib par exemple, et prendre le pouvoir. Mais à ce moment-là, Khoudaïbi, qui est le nouveau guide suprême des frères musulmans, lui demande, comme l'avait promis Nasser, d'imposer la charia en Égypte. Et à ce moment-là, il y a un malentendu parce que Nasser, effectivement, est passé à autre chose. Il a l'ambition de porter son pays dans le grand concert des nations, donc dont développer l'Égypte, en faire une société plutôt laïque, en tout cas libérale, et mettre le paquet sur la société, l'économie, le développement. Et Mais là, en quoi le rêve, enfin le panarabisme de Nasser est différent du califat tel que les frères musulmans le conçoivent? les frères musulmans donnent la priorité à l'islamisation de ces pays, ou plutôt ce qu'ils appellent encore aujourd'hui la réislamisation. Ça n'est plus vraiment la question pour Nasser. Lui rêve d'une nation qui est intégrée à l'ordre du monde et qui puisse discuter à égalité avec les grandes nations occidentales, ce qui sont encore les anciens empires occidentaux. Donc il a une vision impériale, si on veut, donc panarabique, d'une certaine manière, mais il a conscience que cette intégration ne peut pas passer par la religion et que la charia emprisonne d'une certaine manière le monde arabe dans un espace à la fois culturel, religieux et géographique dont il veut se détacher. Mais aussi par une espèce d'ambition politique et idéologique. Mais à ce moment-là, il y a évidemment un hiatus considérable avec ce que pensait que devait devenir la révolution mise en œuvre par les officiers libres en Égypte. Donc là, il y a une vraie dispute, au point que les frères musulmans vont tenter d'assassiner Nasser, et à ce moment-là, la main de Nasser va s'abattre sur les frères musulmans avec une violence inouïe. Ils vont tous ou presque être arrêtés, embastillés, et pour beaucoup exécutés. Et d'ailleurs, Saïd Qutb fera partie du lot et sera lui-même aussi exécuté par pendaison en 1966. Et donc pour sa date, j'imagine qu'il a suivi Nasser, le même parcours que Nasser, mais finalement les frères musulmans l'ont pourchassé jusqu'à la fin de sa vie puisque c'est eux qui l'ont tué. Sadat, quand il prend le pouvoir, favorise les frères musulmans. Il vient des frères musulmans. On remarquera d'ailleurs sur les images d'archives qu'il a une zabiba, vous savez. C'est cette rondelle de cuir qui est la marque, au fond, des religieux, mais aussi et surtout des frères musulmans, qu'on retrouve d'ailleurs, cette marque en Iran aussi, parmi les plus fondamentalistes. Mais enfin, c'est toujours mieux de l'avoir si on veut trouver un poste dans l'administration, par exemple. Alors que signifie la Zabiba? C'est censé être la marque des 5 prières quotidiennes. Sauf que, évidemment, on ne l'attrape pas aussi facilement et donc on peut se la créer de différentes manières. Il suffit par exemple de faire une incision sur le front, de faire ces 5 prières quotidiennes et puis il y a des bactéries qui entrent, la peau pourrie à l'extérieur et on a cette Zabiba et c'est important de l'avoir parce qu'un hadith déclare que c'est un passe-droit pour aller directement au paradis. C'est une preuve de, voilà,
d'être un pieux et de sainteté d'une certaine manière. Donc tout ça, c'est des codes aussi culturels. Et Sadat a une Zabiba qui montre son appartenance d'une certaine manière ou son origine avec les frères musulmans. Mais Sadat est aussi un pragmatique. Il veut poursuivre l'œuvre de Nasser, il veut aussi faire rayonner l'Égypte de par le monde, et peu à peu, il va se détacher des frères musulmans jusqu'au point où, comme vous le savez, il y aura ce voyage en Israël, ce discours à la Knesset, qui est le premier chapitre euh, des accords qui vont mener à Camp David et à une paix, même si elle reste glaciale, entre Israël et l'Égypte. Et ça, évidemment, pour les frères musulmans, ça ne passe pas. Ça n'est pas tolérable. Les frères musulmans, à partir de là, vont appeler à couper la tête du roi Félon, hein, du nouveau pharaon qu'est Sadat. Ça va durer comme ça quelques années. Et puis, il y a deux organisations directement issues des frères musulmans dans ce début ou des années 70 qui, alors même que les universités occidentales et américaines sont en ébullition à cause de la guerre du Vietnam. On va retrouver dans les universités égyptiennes et du Caire particulièrement cette même effervescence, mais c'est une effervescence islamiste qui est menée par un groupe issu des frères musulmans qui s'appelle la Jama'a al-Islamiyya. Et parallèlement à cela, il y a un autre groupe, ce sont ces deux organisations qui vont fomenter l'assassinat de Nasser. Cette deuxième organisation s'appelle Al-Jihad. Elle a été créée par un jeune frère musulman de 15 ans qui s'appelle Ayman al-Zawahiri, qui va, après la mort de Sadat, tous ces gens-là vont être arrêtés, embastillés. Il y a ces séquences invraisemblables, surréalistes de ces grands procès où les membres de la Jama'a al-Islamiyya et de Al-Jihad sont jugés derrière des grandes grilles, dans des grandes cages. Et à ce moment-là, le jeune Ayman al-Zawahiri va prendre la tête d'une sorte de sédition qui se passe derrière ces grilles et qui va menacer Israël, les États-Unis. Ayman al-Zawahiri ne fera que 3 ans de prison. Sa responsabilité directe dans l'assassinat Sadat n'a pas pu être prouvée. Il rejoint l'Afghanistan. Il rencontre un jeune homme de 2 mètres, saoudien, qui s'appelle Oussama Ben Laden, et ils vont créer, avec un troisième larron, ce qui deviendra Al-Qaïda. Tout ça pour dire aussi que Al-Qaïda est très clairement issu de la confrérie des frères musulmans. Mais là où c'est intéressant, c'est que on a tous en mémoire l'assassinat d'Anwar el-Sadat, on a tous en mémoire d'ailleurs les images de son assassinat qui a été filmé en direct lors d'une parade militaire où deux membres de l'armée qui en fait sont des false flags, c'est-à-dire qu'en réalité ce sont des membres de la Jama'a al-Islamiyya, dont un type qui s'appelle Istanbuli, c'est lui qui va avoir la main sur la gâchette et assassiner, sauter d'un camion militaire pour aller vers la tribune où se trouve Sadat et tirer des rafales de Kalachnikov, enfin de fusils mitrailleurs. Euh, mais cet assassinat n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que les frères musulmans ont eu une influence qui va porter au pouvoir en Iran l'ayatollah Khomeini, et il y a un revers de bâton, si je puis dire. C'est-à-dire que cette révolution islamique va écarquiller les yeux des fractions islamistes, terroristes, les plus radicales du monde arabe, et l'objectif réel dans l'assassinat du président Sadat, c'est de faire une révolution islamique en Égypte. Et cet assassinat aurait dû être la première étape d'un plan qui suivait rigoureusement les étapes suivies en 1979 par la révolution islamique, c'est-à-dire encercler les lieux de pouvoir, mettre la main sur les organes de propagande, la télévision d'État, etc., jusqu'à parvenir à prendre le pouvoir et à créer ce califat égyptien à l'image même de ce qui s'est passé en Iran. Ça n'aura pas lieu parce que, comme je l'ai dit très rapidement, la main de fer de la répression égyptienne s'abat sur eux. Tous ou presque sont arrêtés, puis jugés. Et donc, la révolution
que voulait la Jamaat al-Islamiyya et Al-Jihad ne pourra pas parvenir à son terme. Mais tout ça explique, par exemple, que lorsque moi je suis allé à Gaza, il y a une dizaine d'années, en 2000, donc 2010, pardon, j'ai rencontré des membres du Hamas et j'ai rencontré celui qui est l'actuel, s'il n'est pas mort, leader du djihad islamique qui s'appelle Khaled al-Badj et qui me dit, voilà, nous sommes des frères musulmans, mais nous avons deux allégeances. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, à l'époque, le djihad islamique était toléré à Gaza, puisque aucun autre parti politique ou perçu comme tel n'était toléré. Après, ça a un petit peu changé. Nous sommes des frères musulmans, mais nous avons une deuxième allégeance qui est une allégeance à la République islamique d'Iran. Et donc tout ça explique ces partenariats qui ont été noués depuis des années et des années entre les frères musulmans d'une part et la République islamique d'autre part, qui va armer, encadrer, former les groupes combattants, les groupes terroristes du djihad islamique et du Hamas. Il y a juste eu une brève parenthèse de brouille entre l'Iran et le Hamas pendant la guerre en Syrie, parce que, bon, voilà, il y avait tout à coup des contradictions, et Mohamed Morsi avait fait lui-même le déplacement à l'époque à Gaza pour demander au Hamas de cesser ce partenariat, parce que tout simplement, il n'était pas tolérable qu'un groupe sunnite soit armé et encadré par l'Iran chiite, alors même que les chiites se battaient contre les frères musulmans en Syrie. Alors, donc, dans la fin de ta réponse, donc, tu as fait le lien avec Israël et la société palestinienne. À quel moment et de quelle manière c'est faite donc l'infiltration des frères musulmans au sein des Arabes d'Israël? Parce qu'on sait aussi qu'il y a un parti politique en Israël qui est en tout cas qui a des liens avec les frères musulmans. C'est le parti Ra'am qui a même été dans la coalition de Bennett et Lapid. Et donc et aussi donc chez les Palestiniens. Quand est-ce que ça s'est fait et de quelle manière? Les frères musulmans ont une méthode qui est redoutablement efficace. Et ça, c'est dès l'origine, hein, dès le programme en 50 points de Hassan al-Banna en 1936, c'est-à-dire vraiment, il y a deux obsessions. La première, c'est les femmes, faut les voiler, etc. Bon, ok. Et la deuxième, c'est la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse. C'est par là que va réussir l'islamisation ou la réislamisation d'un pays. Il utilise cette méthode qu'on appelle la méthode salafiste, et il prétend qu'à partir d'un seul individu, on peut réislamiser un pays entier. Parce que c'est par cercle concentrique, par cercle d'influence. En mettant le paquet sur un enfant, l'enfant aura pour mission d'islamiser la famille ensuite islamisera le voisinage, et le voisinage le pâté de maison la ville, et puis de là l'entièreté d'un territoire ou d'un pays donné. Et ça marche. Et l'avantage qu'ont les frères musulmans, c'est l'aide sociale. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont compris très vite. On a affaire à des populations qui sont souvent déshéritées, voire très pauvres. Et, euh, et d'ailleurs, les frères musulmans, y compris avant la création du Hamas, avant la création des premiers, il n'y a pas eu que le Hamas, hein. En fait, les frères musulmans ont changé plusieurs fois de nom avant d'adopter celui du Hamas. Mais avant, en tout cas la première intifada, les frères musulmans dans les territoires palestiniens se concentrent sur l'éducation et sur l'aide sociale. Et cette méthode-là, ils vont l'appliquer à peu près partout. Enfin, euh, à telle enseigne qu'aujourd'hui, les frères musulmans sont présents dans plus de 80 pays dans le monde. Et donc, il était inévitable que en Israël également, certains Arabes, les Arabes israéliens étant eux-mêmes finalement d'anciens Palestiniens, ces influences-là, via le prêche, via l'éducation, via l'infiltration dans les communautés musulmanes, qu'elles soient d'ailleurs en Israël ou ailleurs en Occident, comme c'est le cas aussi aujourd'hui en France, en Grande-Bretagne, en Belgique. Euh, les frères musulmans sont des gens qui sont convaincus. Ils sont convaincus de ce qu'ils font. Ils sont convaincus que l'objectif final sera réalisé, pas forcément de leur vivant, mais voilà, ils travaillent pour un futur plus ou moins proche,
Et de ce point de vue-là, ils ont des méthodes qui sont extrêmement efficaces. Et donc, il était inévitable que des populations, y compris en Israël, soient affectées, si on peut dire, par l'idéologie des frères musulmans, bien sûr. Euh, Nous sommes au centre Begin et juste un mot parce que le hasard a fait que demain, le 26 mars 1979, donc juste après la révolution islamique, excusez-moi, a eu lieu la cérémonie de la signature des accords de paix à la Maison Blanche entre Begin d'un côté, Sadat de l'autre et Jimmy Carter au milieu. Et en fait, l'idée, bien sûr, principale de Menachem Begin en faisant ça, et l'idée que Israël voulait faire même avant Menachem Begin, c'était donc en se débarrassant de l'Égypte comme ennemi, en sortant l'Égypte de tout le monde arabe qui était opposé à Israël, c'était donc justement de mettre fin à l'opposition du monde arabe, de commencer un processus de mettre fin donc à l'opposition du monde arabe à Israël. Et donc symboliquement, en fait, juste avant que cet accord de paix a été signé, a eu lieu la révolution islamique en Iran. Et d'une certaine manière, on peut dire que donc l'Iran a pris le flambeau de cette opposition du monde non arabe, mais en tout cas musulman, à Israël. Est-ce que on peut dire aujourd'hui que deux choses. Que c'est l'Iran qui a fait depuis 79, donc depuis que l'Égypte est sortie de ce cercle, est-ce que c'est l'Iran qui a fait perdurer au sein du monde arabe cette opposition à Israël? Est-ce que c'est elle qui a fait comment dire, installer imp- imposer dans les consciences les termes, en tout cas qui les a fait perdurer, les termes d'opposition, les solutions à deux États, etc. Et, et, euh, et est-ce que aujourd'hui on peut dire aussi que du fait de l'Iran, donc les frères musulmans, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont les principaux acteurs de déstabilisation du Moyen-Orient? Donc voilà, trois questions en une. Oui, bien sûr, c'était l'objectif même, c'est-à-dire vraiment arracher d'une certaine manière au monde sunnite pour unifier aussi les différentes chapelles et les croyances au sein de l'islam, derrière un ennemi commun qui serait le grand Satan, les États-Unis, mais les États-Unis sont aux mains des Juifs, en tout cas dans leur perception du monde, c'est le cas, et le petit Satan, c'est-à-dire l'État sioniste, l'entité sioniste, l'État d'Israël. Et de ce point de vue-là, ils ont bien sûr repris le flambeau et mené la propagande contre anti-israélienne pour la destruction de l'État d'Israël, répétée à l'envi, mais aussi avec leurs partenaires qu'on appelle récemment, depuis pas très longtemps, leur proxy. Le Hamas est un proxy de la révolution islamique, de la République islamique, bien entendu, de même que le Hezbollah, de même que les houthistes du Yémen, de même que les factions terroristes chiites d'Irak ou de Syrie. Donc tout ça, c'était le fameux cercle de feu qui permet à la fois d'être une avant-garde de la République islamique et d'être totalement au service de cette République islamique. Donc il est clair que la guerre que mène aujourd'hui Israël, à la fois contre le Hezbollah, mais surtout contre la République islamique est, pour l'instant en tout cas, la tête de la pieuvre. Donc l'idée, c'est si on abat la tête de la pieuvre, on coupe au fond tous ces proxys de son approvisionnement aussi bien en armes qu'idéologiques et en formateurs militaires. Et donc ça mettrait un terme au conflit. Mais malheureusement, l'idéologie des frères musulmans, elle a la vie longue, elle a la vie dure, et je ne doute pas que d'autres prendront le relais et suivez mon regard vers la Turquie par exemple, ou le Pakistan, parce que l'idéologie des frères musulmans, via un autre idéologue contemporain lui aussi de Saïd Qutb, est très influencé, voire même aux prises avec l'idéologie des frères musulmans. Bon, on peut avoir l'impression que c'est sans fin, mais en tout cas, abattre la République islamique
et faire de l'Iran un pays ami d'Israël, ce sera déjà un grand progrès et soufflera dans la région un vent un peu plus respirable que celui d'aujourd'hui. Alors justement, est-ce que donc tu as parlé de la Turquie. Euh, on va poser une question un peu globale. Est-ce d'abord, quel est aujourd'hui, après en fait des décennies de répression en Égypte, quel est l'état des frères musulmans en Égypte? Est-ce que le conflit actuel, donc entre Israël et les États-Unis et l'Iran de l'autre côté, et aussi le fait que tous les proxys de l'Iran se sont énormément affaiblis ces 2 dernières années, donc depuis le 7 octobre. Euh, où en sont les frères musulmans? Est-ce que le conflit actuel peut les amener à un affaiblissement irréversible? Et après, si tu peux parler aussi, puisqu'il y a une question dans le chat, et puis je pense que ça préoccupe beaucoup de monde, sur l'Europe, l'infiltration des frères musulmans en Europe, et voilà, où est-ce qu'on va de ce point de vue-là? Bon, les frères musulmans ont été balayés après la brève présidence de Mohamed Morsi, qui a été renversé, comme vous le savez, par Al-Sisi. Al-Sisi, bon, a une politique à leur égard qui était proche de celle de Nasser, hein, mais sa main n'a pas faibli. Beaucoup des dirigeants, et notamment des membres du bureau de la guidance, se sont réfugiés, comme d'autres, au Qatar. Il y avait, vous savez, pendant des années, euh, ce qui était au fond celui qui était l'émir des frères musulmans, qui était Mohamed Al-Qaradawi, qui dirigeait quasiment tous les organes internationaux de la confrérie, qui animait une émission sur Al Jazeera qui s'appelait La Charia et la vie. Donc il y avait un rayonnement international très puissant et qui a fini par embarquer au fond les dirigeants du Qatar dans cette idéologie mortifère. Et ceux qui ont survécu aux arrestations, qui ont passé entre les mailles du filet, ont trouvé refuge au Qatar. Alors que reste-t-il des frères musulmans en Égypte? Un tissu, un tissu qui a fini par s'imprégner au tissu social égyptien. Et en réalité, on ne peut pas se passer des frères musulmans. L'Égypte est un pays qui reste très pauvre, et ce qui sert de sécurité sociale à l'Égypte, avec des dispensaires, avec des médecins, avec des hôpitaux, avec un certain nombre d'aides diverses et variées qui permet de maintenir les populations plus ou moins à flot, c'est les frères musulmans. Et ça, Al-Sisi le sait très bien. On ne peut pas se passer des frères musulmans parce que à partir du moment où on s'en passe, le pays s'effondre littéralement. Il n'y a pas de sécurité sociale alternative à l'aide sociale que proposent en Égypte les frères musulmans. Et c'est pareil dans beaucoup de pays pauvres du monde arabe ou du monde islamique. Le Pakistan, de la même manière, d'une certaine manière. Donc, voilà l'état des lieux, leur présence commence à être très ancienne. Elle a aujourd'hui quasiment un siècle dans un certain nombre de pays du monde islamique. C'est une idéologie qui a imprégné un certain nombre de composantes de la société et de population au sein de ces pays. À partir des années 80, à l'initiative d'ailleurs de Mohamed Mehdi Akef, qui fut l'un des guides suprêmes jusqu'en 2010, je crois, et surtout du gendre du fondateur Hassan al-Banna, Saïd Ramadan, qui n'est autre que le père de Tariq et Annie Ramadan. L'idée va lui venir de fonder un certain nombre d'antennes, cette fois-ci hors du monde musulman, ce qui est une première, et de gagner les pays occidentaux. Donc il va créer des antennes aux États-Unis, en Grande-Bretagne, et puis en 1980 avec l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France, devenue aujourd'hui les musulmans de France, une antenne française. Qui vont procéder par différentes étapes, c'est-à-dire d'abord la réislamisation de ce qu'on appelait à l'époque les travailleurs immigrés, dont beaucoup venaient du Maghreb et principalement d'Algérie, mais qui étaient dans des familles qui avaient, disons, une, un islam assez, au fond, qui connaissait assez mal, où parfois beaucoup étaient d'ailleurs analphabètes, donc c'était une vision de l'islam qui était un peu superficielle. Les frères musulmans vont cibler ces populations-là et ils vont faire ce qu'ils ont toujours fait,
fournir l'aide sociale, l'aide scolaire, les cours en arabe, les cours coraniques, etc. Et au fil du temps, parce que comme je l'ai dit, ce sont des gens très persévérants et très motivés, et ils vont finir par mettre le grappin et réislamiser ces populations, et de là s'infiltrer dans un certain nombre de rouages de la société. Vous avez vu ce qui s'est passé à Columbia, vous avez vu ce qui s'est passé à Sciences Po ou à Normale Supérieure, pour ne prendre que quelques exemples de ce qui s'est passé depuis le 7 octobre. En réalité, ceux qui ont allumé le feu, le bout de feu de cette bronca qui a eu lieu dans cette université, ça a pu être possible grâce à des organisations fréristes. Euh, euh, Students for Justice in Palestine, par exemple, que Zoran Mamdani, l'actuel maire de New York, avait créé lorsqu'il était étudiant dans son université du Maine, va être créé le 8 octobre à Sciences Po. Les, les étudiants musulmans de France, qui est une émanation directe de l'organe central de l'UOIF, les musulmans, devenus les musulmans de France aujourd'hui, vont être ceux qui vont entraîner la masse des idiots utiles parmi les étudiants gauchistes dans ces manifestations de masse, euh, parfois festives, qui ciblent Israël, alors même que Israël n'a même pas contre-attaqué à Gaza. Donc ça a commencé très tôt. Et donc tout ça était, comment dire, organisé. Donc les frères musulmans, oui, sont très puissants. Ils sont aujourd'hui dans les syndicats, ils sont pour certains dans l'éducation nationale. Vous l'avez vu récemment aussi dans un certain nombre de partis politiques, où ils ont des accointances avec des partis politiques qui ont misé par clientélisme sur le frérisme pour trouver les voix qui leur manquaient, dans certains cas, pour gagner un certain nombre d'élections. Je pense à LFI, mais on a des représentants à peu près similaires à ce qu'est LFI avec ce type de partenariat, que ce soit en Belgique, que ce soit bien sûr en Espagne, que ce soit en Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne qui a hébergé tout le Gotha des frères musulmans de par le monde durant des décennies. Est-ce que tu as un mot à dire de ce point de vue-là en rapport avec les dernières élections municipales? Il y a des très mauvaises nouvelles et puis il y a quelques bonnes nouvelles, c'est-à-dire que les alliances passées, notamment en France, entre les socialistes et LFI n'ont pas fonctionné. Voilà, il y a eu un discrédit de ces alliances-là, donc ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que LFI a gagné un certain nombre de villes, pas tant que ça, mais tout de même quelques grosses villes, Roubaix, Saint-Denis, et il y a évidemment des accointances et des représentants fréristes dans chacun de ces listes qui vont siéger aux conseils municipaux. Voilà. Alors, ce sujet des frères musulmans me relève aussi la question un débat récurrent en France. Est-ce qu'il existe un islam modéré? Alors, j'ai eu l'impression, notamment dans le film, que certaines notions on connaît dans le grand public de l'islam, telles que Dar el-Harb et Dar el-Islam, et d'autres notions comme que tu mentionnes dans le film, aujourd'hui, on peut avoir l'impression qu'elles sont communes à tous les courants de l'islam, mais il se peut qu'en fait, ce soit plutôt une influence des frères musulmans. Je parle pas spécifiquement de ce terme-là, mais de certaines notions qu'on connaît de l'islam. Donc, est-ce que l'islam radical, est-ce qu'il existe un islam modéré? Est-ce que l'islam et l'islamisme sont sont la même chose, comme vous savez qui le maintient? Je ne sais pas si tu as entendu parler du rabbin Uri Cherki qui a fait un voyage, rabbin et donc israélien francophone, qui a fait un voyage aux Émirats Arabes Unis au début de la guerre, après le 7 octobre, après avoir publié une lettre au monde arabe, au monde musulman, dans laquelle il expliquait sa vision des liens entre judaïsme et islam. Et suite à cette lettre qu'il a envoyée à de nombreux intellectuels dans le monde arabe, dans le monde musulman, il a été invité donc aux Émirats arabes unis. Et là-bas, on lui a expliqué que, c'est pour ça que je citais cette notion, on lui a expliqué que la notion de Dar el-Harb et Dar el-Islam n'existait pas chez eux, que pour eux, il était naturel que les Juifs se rétablissent en terre d'Israël, etc. Donc, est-ce que toutes ces notions de l'islam radical qui sont répandues aujourd'hui, qu'on connaît, est-ce qu'elles proviennent essentiellement des frères musulmans ou alors est-ce qu'elles sont répandues dans l'islam en général? Bon, déjà, quelques mots de vocabulaire. Moi, je ne crois pas. Enfin, je pense que
l'idée d'un islam radical ou d'un islam modéré, c'est pas le bon paradigme. D'ailleurs, c'est un paradigme qui n'existe pas du tout dans le monde islamique. De même que nous, on utilise pour distinguer l'idéologie de la religion, l'islam et l'islamisme, c'est pareil, ce sont des mots qui n'existent pas dans la langue arabe. Bon, ça c'est le premier point. Moi, c'est pas à moi d'en juger. L'islam n'est pas ma religion, je ne viens pas du monde islamique. Je pense que c'est une question que le monde islamique doit régler de lui-même. Et elle n'est pas si facile à régler. Parce que la principale difficulté, ce me semble, c'est que on a beau dire que l'islam terrorise Al-Qaïda, que l'islam des frères musulmans n'est pas le vrai islam, eux se réclament de ce vrai islam. Ils disent nous sommes le vrai islam. Et de ce point de vue-là, ils n'ont pas complètement tort, parce que ils disent, enfin, leur lecture de l'islam leur lecture du Coran est une lecture littéraliste. Et il est vrai que la croyance dans le fait que le Coran est incréé, que c'est Dieu qui parle, ne permet pas une prise de distance avec le texte. A priori, l'histoire du judaïsme, au fond, c'est l'histoire d'une prise de distance avec le texte. L'histoire d'une distance critique, que ce soit à travers le Talmud, le Midrash, etc. On questionne le texte. Est-ce que le texte veut bien dire ce qu'il nous dit? Il n'y a pas cette possibilité dans le monde islamique. Et c'est, à mon avis, la principale difficulté. Mais il est évident que un islam pacifié, un islam pacifique, peut exister. Il y a eu beaucoup de tentatives de par l'histoire dans l'histoire de l'islam, et jusqu'au XXe siècle, il y avait, par exemple, en Tunisie, ce qu'on appelait des contextualistes, voilà, des imams qui voulaient adapter l'islam au monde moderne et à la vie en société avec d'autres religions, d'autres croyances. Donc tout cela a toujours existé d'une certaine manière, mais il y a des difficultés qui sont ontologiques, qui sont à la racine même du Coran et de l'islam. Et je crois qu'évidemment, on a un exemple avec les Émirats arabes unis qui sont un espoir, qui sont une possibilité. Parce que, évidemment, c'est l'un des premiers pays qui a mis hors la loi les frères musulmans, par exemple. Alors, il y a les difficultés propres à l'islam, je ne peux en juger, ce n'est pas à moi de le résoudre. Il y a différentes tendances et différentes velléités d'habiter le monde, hein, pour reprendre un mot philosophique, avec l'ensemble des nations. C'est le choix qu'ont fait les États arabes unis, notamment, mais c'est pas les seuls. Et puis, il y a l'idéologie, proprement dit, une idéologie qui veut le pouvoir politique, qui veut dominer une sphère géographique, voire dominer le monde, et qui puisse sa légitimité dans une certaine lecture de l'islam. Voilà en gros la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Parfois, ils ont le vent en poupe, parfois il y a des régressions. Ça ne se fera pas sans eux de toute façon. Voilà. Une question du chat et on terminera bientôt. Euh, Puisque tu as décrit donc l'implantation des frères musulmans et leur action caritative dans les sociétés arabes, comment est-ce que ces sociétés peuvent donc s'émanciper, si elles le veulent, de cette influence? Par une volonté politique d'une part, et par un développement, voilà, un développement pas que économique, un développement des consciences, accepter la liberté des femmes notamment, par l'éducation. Alors évidemment, vous me direz, l'Iran est un contre-exemple parce qu'on a un pays qui est super éduqué, où tout le monde fait des études, où il y a des gens très brillants, mais c'est ces gens très brillants qui finissent aujourd'hui par se retourner contre l'idéologie qui domine le pays et par le pouvoir qui l'incarne. Donc ça aussi, c'est un espoir et j'espère que de ce point de vue-là, on libérera les consciences et surtout la population iranienne qui m'est très chère, mais parmi mes meilleurs amis, il y a des Iraniens qui souhaitent évidemment le renversement de cette république infâme et de la dictature qu'ils ont imposée depuis 1979. Eh ben, je souhaitais terminer sur une note optimiste, donc c'est fait. Merci beaucoup, Michael Présent. Merci à tous d'avoir été parmi nous ce soir et à très bientôt pour d'autres réunions du Centre Begui. Merci Yoël et merci à tes auditeurs. Merci, à bientôt. Au revoir.